Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette seconde partie sur le steampunk, et cette fois on va pas se concentrer sur les origines littéraires du genre, mais sur ce qu'il est devenu, un univers foisonnant, déployé dans plein de médias, et surtout dans la créativité de ses fans. Alors mettez du charbon dans la machine à vapeur, parce qu'on va voyager très vite, c'est parti. Je l'ai dit dans l'épisode précédent que tu peux toujours découvrir en cliquant par ici, le steampunk est un genre qui aime le mélange. Mélange entre culture populaire de la fin du 19e siècle et réalité historique de l'époque, entre imaginaire futuriste, esthétique rétro et surtout un jeu avec des références où chacun peut apporter son bagage culturel, et c'est tout ça qui fait sa richesse. Ce genre fonctionne donc particulièrement bien parce que l'époque où il s'ancre est une véritable époque fondatrice du point de vue historique, mais aussi du point de vue des fictions populaires. Et sa naissance répond parfaitement à la période contemporaine où on joue de plus en plus avec ce que le public sait de la fiction et de ses codes, et donc où les discours métatextuels rencontrent un grand succès. Les années 80, qui ont vu la naissance du steampunk, sont donc une période où l'on cherche à réenchanter le monde, non plus par des utopies, mais par un recyclage de l'avenir tel que le rêvaient les générations précédentes. C'est ce que certains appellent la postmodernité, un concept qui reste malgré tout discutable. Donc le saut direct de 1880 à 1980 et les spécificités de chacun de ces moments font la genèse de ce genre. Tout ça fait du steampunk un objet tout à fait passionnant et riche à analyser, surtout du point de vue de ses multiples transformations et appropriations qu'il a subies depuis ses origines, et de la manière dont il est devenu pour certains une culture et un véritable mode de vie. Il s'agit de jouer avec le passé, et donc de s'inscrire dans la culture de la réappropriation créative, du réagencement, qui est central aujourd'hui dans la culture populaire, en particulier lorsqu'elle est couplée avec Internet et les outils numériques qui permettent de tout découper, mélanger, décontextualiser. On peut penser par exemple aux individus qui rejouent des scènes de Star Wars sur YouTube, qui écrivent des fanfictions Harry Potter, ou qui se costument en Hobbit lors de conventions. Ces univers fictionnels fournissent un cadre, un espace, bref un bac à sable, qui est la définition la plus basique du jeu et de ce que permet l'attitude ludique. C'est ce lien entre jeu, passion, fiction et monde imaginaire, comme cadre de l'expression de l'identité individuelle et collective, qui pousse à participer. Participer, c'est prendre part à ce qui se passe, donc s'inscrire dans un collectif, mais c'est aussi s'approprier les objets et donc en prendre une part pour se construire son individualité à soi. Et cela peut prendre des formes extrêmement nombreuses. Dans le cas du steampunk, les activités participatives foisonnent. En particulier, ce genre a pris tout son essor et sa dimension au travers des arts plastiques et visuels. Plus encore que les fanfictions et autres sagas MP3, même s'il en existe, on trouve énormément d'éléments visuels ou fabriqués qui font le mouvement culturel steampunk. C'est à ma connaissance le seul exemple où lorsqu'on tape le nom d'un genre littéraire sur Amazon, les premiers résultats sont tous des objets et non des livres. Sur tous les sites d'illustration amateurs, sur les groupes Facebook, sur Twitter, le simple fait de taper le mot-clé steampunk nous offre une profusion d'œuvres à la richesse incroyable, et je ne peux d'ailleurs que vous encourager à passer un peu de temps, si comme moi vous appréciez cette esthétique. Tout y passe, mais on retrouve bien sûr, comme pour le cyberpunk, une grande présence des paysages urbains, de la machine alliée au vivant, et des objets, encore des objets, toujours des objets. La culture steampunk est une culture très matérialiste, mais qui met en avant la récupération, le mélange et les entrailles de la machine, ce qui permet aussi de déconstruire d'ailleurs les technologies actuelles qui ont tendance beaucoup à cacher leur cœur. On peut penser par exemple à la superbe machine internet vue dans l'épisode 37 du superbe aussi What the Cut d'Antoine Daniel. Mais le steampunk, c'est aussi une philosophie, un style de vie. Les premières images de chaque groupe Facebook, de forums, des sites amateurs d'illustration consacrés au steampunk sont à peu près toujours du même type. D'abord on y voit des personnes costumées, des cosplays, où les tons noirs, marron, beige, blanc dominent. Les tissus et leurs agencements évoquent immédiatement une autre époque, d'autres postures. Le steampunk ne se lit pas, il se vit. Il s'incarne dans les corps, dans un mode de vie, dans une volonté de créativité permanente, dans une volonté de casser les codes de notre vie quotidienne. Un bon exemple est typiquement le festival Burning Man, qui se déroule chaque année aux États-Unis. Durant toute une semaine, des dizaines de milliers de participants vivent en autarcie en plein désert. L'occasion rêvée de donner vie aux projets les plus fous, notamment artistiques, avec des chars, des sculptures géantes, des défilés, des expositions, et aux costumes les plus incroyables. C'est d'ailleurs assez amusant de voir à quel point les codes visuels du festival ont été inspirés par Mad Max, avec notamment le célèbre Thunderdome qu'on retrouve à Burning Man et dans Mad Max 2, avant de devenir lui-même une source d'inspiration pour le dernier Mad Max qui est sorti en 2015. Bref, ce festival est empreint de rétrofuturisme et de steampunk. Et puis dans la culture steampunk, les costumes sont toujours complétés d'accessoires divers. Cannes à pommeau de cuivre et d'argent, lunettes de pionniers de l'aviation, les fameuses goggles. Alerte au goggle! Et autres jetpacks qui rendent hommage aux premiers super-héros ou au film par exemple Rocketeer de Joe Johnston, une petite perle méconnue signée Disney qui a malheureusement fait un énorme bide à l'époque, comme d'ailleurs tous les films steampunk. De nombreux blogs donnent des conseils pour s'habiller steampunk, et cette inscription dans les corps semble bien être au cœur de l'évolution de ce mouvement. Toute sous-culture est toujours liée à un rapport au corps, et une manière de se mettre en scène,
y compris les geeks. Si, je vous jure. Le corps est toujours présent dans l'imaginaire steampunk tel qu'il est performé par ses fans, avec des jeux sur l'extension du corps ou sur le brouillage, par exemple, des frontières genrées. Après les cosplays, ce qui arrive le plus souvent dans les catalogues d'illustration sur les sites amateurs, c'est les objets customisés. Guitare électrique, livres. Tout fan de steampunk aime les vieux livres en couverture de cuir reliés, mais aussi ordinateurs, bijoux, voitures, consoles de jeux. Pas le Minitel est déjà steampunk. Et tout un tas d'autres objets quotidiens. Ces images d'objets transformés ou créés par des amateurs font le bonheur des sites de partage d'images ou d'illustrations, en particulier Tumblr, Facebook et plus encore le réseau social Pinterest, dont le principe, le fait d'épingler des images sur un mur numérique sur une thématique, est tout à fait adapté à ce type de collection où chacun peut échanger ses plus belles pièces. Ça fait aussi le grand succès du site de vente comme Etsy, où chacun peut se créer une micro-boutique pour exposer et vendre ses propres créations artisanales. Le steampunk, c'est, comme toutes les sous-cultures, le règne du DIY, le do-it-yourself, c'est-à-dire la coopération dans l'apprentissage qui forge une sorte de sentiment communautaire très fort. Chaque petit élément, chaque customisation, chaque costume fait l'objet non seulement d'une série d'images présentant le produit fini avec fierté, mais aussi de tutoriels détaillés, de vidéos explicatives, de photographies qui montrent les étapes intermédiaires de la création. Sur les forums spécialisés, on trouve des conversations assez géniales sur comment vieillir une veste en cuir, comment transformer mon train électrique du commerce en majestueux représentant de l'imaginaire victorien, comment fabriquer une maquette de Zeppelin, comment dessiner un robot steampunk, etc., etc. Les questions ne manquent pas et les réponses non plus. Chacun y va de son conseil et de son expertise en fonction de ses compétences. Cela ne vaut d'ailleurs pas que pour les objets physiques, même si c'est particulièrement présent dans cette culture, puisqu'on peut aussi apprendre, par exemple, à construire sa maison dans un style steampunk, dans ce bac à sable géant qui est le jeu Minecraft. Ce qui ressort globalement des nombreuses créations amateurs, cosplay, objets, dessins et autres créations numériques, c'est que contrairement à d'autres genres, il ne s'agit souvent pas de prendre une œuvre appartenant à un genre pour cadre, mais le genre lui-même comme un tout. Les fans de science-fiction, s'ils choisissent par exemple de faire un cosplay à présenter lors d'une convention, ne vont pas généralement se déguiser en personnage générique de science-fiction, ça ne veut rien dire, mais en personne de Star Wars, en personnage de Star Trek, de Stargate SG-1, de Battlestar Galactica, de Mass Effect, etc. Or, dans la culture steampunk, il est beaucoup plus courant de ne pas faire référence à une œuvre en particulier, mais de dire « là, j'ai créé un personnage steampunk ». Bien sûr, il pourrait y avoir un peu de Jules Verne, un peu de Lovecraft, un peu de Tesla, un peu d'œuvres plus récentes et surtout beaucoup d'œuvres amateurs pour s'inspirer, mais il s'agit d'un mash-up total, une forme hybride qui n'est pas directement influencée par un personnage en univers précis. Alors ça arrive bien sûr, tout comme il peut arriver dans l'autre sens, de se déguiser en personnage de science-fiction totalement imaginaire, mais la proportion de ce type de création non clairement référencée dans le steampunk est énorme. 5 minutes de n'importe quelle convention vous le montreront. Mieux, il est très courant de steampunker, oui j'invente des mots, hein, désolé, d'autres univers, comme si le steampunk n'était pas un genre dans lequel viendraient s'inscrire des occurrences, des œuvres marquantes par exemple, mais bien une pure esthétique transposable et aux frontières floues. D'ailleurs, quand je pense steampunk, et j'ai fait l'expérience avec d'autres, ça marche aussi, je ne pense pas tout de suite à une œuvre, comme ça pourrait être le cas par exemple pour un autre genre, ni à un courant spécifique, mais bien à l'esthétique globale du genre, à des zeppelins, à des sous-marins cuivrés, à des héros portant des chapeaux coloniaux, etc. etc. Pas d'univers précis, pas d'œuvre fondatrice, pas de film qui me vient immédiatement à l'esprit. Le steampunk n'a pas eu son Star Wars, n'a pas eu son Seigneur des Anneaux, des œuvres à la fois révérées par les fans, mais aussi qui suggèrent immédiatement les thématiques et l'esthétique d'un genre à un public plus large. Alors c'est un inconvénient pour décrire le genre à des non-connaisseurs, mais encore une fois, ça procure aussi une grande liberté créative. Je sais qui sont les fondateurs du genre, j'ai lu leurs livres, si je me concentre, je peux citer quelques films du genre qui ont été faits, Rocketeer, Steam Boy ou Wild Wild West par exemple, mais je n'ai pas de répertoire très situable et dense d'imaginaire de référence. Si je pense fantasy, très vite je vais imaginer des nains, des hobbits, des elfes, je vais me plonger dans le bestiaire de Donjons et Dragons, en oubliant le film adapté de Donjons et Dragons. Je vais aussi penser à la géographie de la Terre du Milieu, ou je vais me plonger dans l'humour de Terry Pratchett. Quand je pense science-fiction, j'entends déjà le wouh des sabres laser, et je vois la ville tentaculaire de Blade Runner. Dans le cas du steampunk, c'est moins le cas. Je vois pas une œuvre en particulier, c'est bien le genre qui est un univers à lui tout seul, et non des œuvres précises. Cette absence d'univers de référence autre que la période historique sur laquelle il se base, et les fictions de cette époque, on en fait un genre très particulier, et c'est loin d'être un handicap. Les fans du genre peuvent encore plus facilement que les autres s'éloigner des canons liés au respect d'une œuvre. Ça explique aussi en partie la fièvre participative qui anime ces passionnés. Quand le genre est le monde, et inversement, et qui n'est pas représenté par quelques œuvres centrales, ça le rend plus fragile. Il faut en permanence lui donner du corps, de la consistance, de la vie, et l'illustrer pour faire circuler ensuite l'imaginaire qui en est issu. Ce qui au final devient sa force. Alors peut-être qu'un jour, une œuvre steampunk changera la donne. En attendant, le genre et ses évolutions ludiques restent passionnantes à étudier.
Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. Ne perdez pas les bonnes habitudes, partagez, abonnez-vous, likez, on rend. Si vous avez des sites, des liens, des événements à suggérer concernant le steampunk, n'hésitez pas, j'espère qu'on vous a donné envie d'en savoir plus. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la prochaine fois, ou peut-être à Burning Man.